Ma femme, par contrat, l'épouse du président directeur général, a enfin accepté de divorcer. Une seconde plus tard, elle m'a injecté dans le bras avec une seringue, m'a couvert la bouche et le nez avec un mouchoir, puis m'a enfermé dans le sous-sol du manoir. Quand j'ai repris conscience, je me suis retrouvé enchaîné avec un énorme cadenas au lit du sous-sol. Et elle était assise à côté du lit, riant d'une manière malsaine et extasiée. Je suis devenu son prisonnier personnel, obligé de supporter une humiliation sans fin. La femme par contrat me prépare chaque jour personnellement une soupe tonique complète. Cette potion est pleine de son contrôle obstiné, mais dans cette prison sombre, sans voir le soleil, j'avais presque perdu la notion du jour et de la nuit. Et chaque fois que j'essayais de trouver une occasion de m'échapper, elle me rattrapait. Elle me caressait le visage, souriait et m'annonçait une bonne nouvelle. Je suis enceinte. Si tu essaies encore de t'échapper, je te casserai les jambes. Véronique, ma femme par contrat. Ah, 3 ans, 3 années d'affilée. Le cercle rouge du calendrier a enfin marqué le dernier jour. J'ai respiré profondément, sentant que je pouvais enfin déplacer la lourde pierre qui oppressait ma poitrine. Pendant ces 3 ans, je l'ai aidé à gérer la pression familiale pour se marier et j'ai éloigné ces prétendus jeunes galants qui la tournaient autour comme des mouches. Elle payait, je travaillais, un marché équitable. Grâce à cet argent, j'ai monté ma propre entreprise. Mon entreprise avançait, ni grande ni petite, mais c'était enfin quelque chose qui m'appartenait. Maintenant, ce premier amour dont elle parlait toujours était revenu dans le pays de manière glorieuse. J'ai vu une photo d'eux deux dans le fil d'actualité des amis. Véronique souriait radieuse, pleine d'affection. Moi, cet outil humain, je devais me retirer et me reposer. En imprimant la demande de divorce, j'ai intentionnellement souligné la phrase « renonciation volontaire à toute propriété ». Je ne veux pas un centime de sa maison. Pendant 3 ans, le manoir était à elle, la voiture de luxe aussi. Serge n'a jamais été avide. Il fredonnait une chanson. J'ai plié l'accord et l'ai mis dans ma mallette. Ce soir, tout serait clair. Serge, tu peux enfin redevenir toi-même, me suis-je dit devant le miroir. Je suis toujours beau et élégant. Ha, ha, ha. Dans le salon du manoir, Véronique était assise sur le canapé, dégustant élégamment un verre de vin rouge. En me voyant entrer, elle n'a même pas daigné lever les yeux. Véronique, il faut qu'on parle, ai-je dit. J'ai posé la demande de divorce sur la table basse devant elle. Les 3 ans sont finis. Voici la demande. J'étiens un coup d'œil et s'il n'y a pas de problème, signe-la. Quant au bien, je ne veux rien. J'ai essayé que ma voix sonne calme, même avec un léger soulagement, comme si un poids m'avait été enlevé. Alors elle a posé son verre. Véronique a pris les papiers lentement. J'espérais qu'elle acquiescerait ou dirait quelques mots polis, mais une seconde plus tard, paf, la demande de divorce dans ses mains s'est transformée en morceaux qui ont volé partout. Mes pupilles se sont contractées. Véronique, que fais-tu? De toute ma vie, je n'avais jamais perdu mon calme de cette façon. 3 ans de patience ont failli exploser à cet instant. Elle s'est levée. Un sourire que je n'ai pas compris s'est dessiné sur ses lèvres, froid, mais avec une pointe de moquerie. Serge, je t'ai déjà dit, c'est moi qui décide quand ça se termine. Dans ce regard, il n'y avait plus la distance habituelle d'une présidente exécutive froide. Il y avait clairement une obstination qui m'a glacé le dos. Le contrat disait clairement 3 ans. Maintenant, tu veux te rétracter? Ma poitrine se soulevait de colère. Est-ce que cette femme a perdu la tête? Son premier amour est revenu et pourtant elle me retient comme si j'étais un idiot. Serge, dit Véronique avec indifférence et un ton autoritaire qui ne laissait aucune place au doute, c'est moi qui fixe les règles. Maintenant je ne veux pas divorcer. Les mots sont restés coincés dans ma bouche, la pointant sans pouvoir articuler quoi que ce soit. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi irrationnel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est même pas la façon de tuer un idiot après avoir fini le travail. Est-ce qu'elle croit pouvoir jouer avec moi comme si j'étais un singe? La colère m'a envahi, mais je savais que je ne pouvais pas discuter clairement avec elle dans cet état. Bon, si tu ne signes pas, dis-je avec un rire amer, je me casse de ce trou. Cela dit, je suis monté les escaliers pour récupérer mon pauvre bagage. Je pensais qu'en partant, elle reviendrait à la raison, que ça lui mettrait un peu la pression. Ah, maintenant que j'y pense, comme j'ai été naïf. Véronique est restée au milieu du salon, regardant mon dos pendant que je montais les escaliers, sans dire un mot. Juste ce regard, comme 2 hameçons, m'a transpercé. Quand j'ai laissé tomber ma valise, sur le point de claquer la porte et de partir, elle a dit naturellement « Serge, le monde extérieur est très dangereux. Tu vas le regretter. » Sa voix n'était pas forte, mais elle sonnait comme des aiguilles plantées dans mes oreilles. Je ne me suis pas retourné. Je suis sorti de la maison où j'avais vécu 3 ans sans me retourner, mais un frisson m'a parcouru le corps. Cette femme était vraiment bizarre. Un mauvais pressentiment a commencé à s'étendre dans ma poitrine. Pourtant, à ce moment-là, je pensais juste qu'elle faisait encore une fois la riche fille malade qui fait un scandale sans raison. Que Véronique ne signe pas le divorce et restait comme une pierre sur ma poitrine, plus j'y pensais, plus je devenais furieux. Après avoir quitté le manoir, j'ai trouvé un hôtel au hasard pour rester temporairement en réfléchissant à comment gérer la rêverie de Véronique. Un visiteur inattendu est apparu à la porte. Mandala, comment savait-il que j'étais ici? Il avait une bonne allure,
Un costume sur mesure haut de gamme, les cheveux parfaitement coiffés, pas un seul mèche de travers. Sauf que son visage semblait pâle et malade. Il m'a regardé de haut en bas avec dédain, comme s'il voyait quelque chose de sale. Serge, j'ai entendu dire que Véronique ne veut pas divorcer. Son ton débordait de supériorité jusqu'à presque en déborder. Et ça te regarde ? Je n'ai ressenti aucune sympathie. Bien sûr, sourit-il avec une grimace particulière, même si, pour être honnête, pour quelqu'un qui vit aux dépens d'une femme comme toi, que Véronique en ait marre et te vire ne serait pas étonnant. Ma tempe a eu un petit tic-tac. Ce salaud est venu délibérément me provoquer, mais t'inquiète pas. Il a fait un pas en avant, baissant la voix avec un air prétentieux. Véronique reviendra bientôt avec moi. Nous sommes le couple parfait. Et toi, si tu as un peu de bon sens, tu ferais mieux de te casser et de ne pas me déranger. 3 ans de mon oppression, plus la provocation de cet idiot, ont fait que j'ai explosé instantanément. Je lui ai balancé un coup de poing direct dans la figure à ce type au visage pâle. P. Mandala ne s'attendait pas à ce que je le frappe. Étourdi, il a fait quelques pas en arrière, vacillant. Du sang a commencé à couler de son nez. Tu m'as frappé s'est-il demandé, étonné, se tenant le nez. Et alors si je te frappe lui ai-je dit, lui donnant un coup de pied qu'il a plié comme une crevette bouillie. Tu crois que je te respecte ? Ai-je grogné. Tu oses te pavaner devant moi ? Le frapper était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Pendant 3 ans, ce maudit premier amour dont Véronique ne cessait de parler m'a fait sentir comme une roue de secours. Et maintenant, cette même roue de secours osait venir me faire la morale. Je l'ai attrapé par le cou et l'ai soulevé du sol. Écoute bien, Mandala. Ce que j'ai avec Véronique, ce n'est pas que je ne veux pas régler ça. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Et si tu dis encore un mot, je te jure que chaque fois que je te verrai, je te casserai la gueule. Les lunettes à monture dorée ont volé de son visage. Mandala est tombé après seulement quelques coups de ma part. Les 2 gardes du corps qui l'accompagnaient ont essayé de se jeter sur moi, mais d'un seul regard de ma part, ils se sont recroquevillés, n'osant pas bouger. Ce type avait sûrement grandi entre des coussins de soie, joli visage, mais complètement inutile. Finalement, il s'est traîné par terre en criant « Tu vas voir, tu vas le regretter. Esqué, je t'attends ici. » Je pensais que tout était fini, mais 2 jours plus tard, l'idiot de Mandala est revenu chercher des problèmes. Cette fois, il s'est ramené avec des voyous teints en blond et couverts de tatouages bon marché. Il m'attendait à la sortie de l'entreprise. « Hé, gamin, c'est toi qui as frappé notre Mandala ?» a demandé l'un d'eux, tenant une batte de baseball et un cigarette pendant à la lèvre. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Avec ces quelques types, ce n'était même pas assez pour m'énerver. En un clin d'œil, tous les voyous étaient étendus par terre, pleurant leur mère. Mandala, qui s'était caché loin, devint blanc comme un linge en voyant la scène. J'avançais pas à pas vers lui. Il essaya de se retourner pour fuir, mais il était déjà trop tard. Je lui ai encore donné une bonne raclée. Cette fois, j'ai frappé plus fort. Il ne pourrait sûrement pas se lever du lit pendant une quinzaine de jours. Depuis, chaque fois que Mandala me voyait, il fuyait comme une souris devant un chat. Cette peur dans ses yeux ne pouvait pas être feinte. Une fois même, lors d'un dîner d'affaires, dès qu'il m'a aperçu de loin, il a laissé tomber son verre de vin et s'est enfui à toute vitesse. Oui, je l'avais traumatisé. Inutile, pensais-je intérieurement. Pour Véronique, même si ce n'était que de nom, j'avais mis une raclée mortelle à son premier amour. Il était temps qu'au moins elle me donne le divorce, non ? Alors je suis allé la voir, essayant d'être gentil, avec une voix douce et un ton suppliant. « Véronique, je t'en prie, laisse-moi partir, d'accord ? Ton premier amour est déjà réduit en miettes à cause de moi, pourquoi me retenir encore ?» Elle me regarda fixement, sans dire un mot, sans bouger. Je sentais que je devenais fou. Juste au moment où j'étais sur le point d'abandonner, tout a pris un tournant inattendu. Lors d'un événement commercial, nous avons été invités tous les deux comme couple modèle. Après l'événement, quand nous avons enlevé nos masques, j'ai relancé le sujet du divorce. « Véronique, que veux-tu vraiment ? Dis-le clairement pour que je n'ai plus à deviner. » Elle garda le silence longtemps, tellement que je pensais qu'elle allait simplement m'ignorer encore une fois, mais finalement elle ouvrit la bouche doucement. « D'accord, je signe. » Je restai figé, doutant d'avoir bien entendu. « Qu'as-tu dit ? » ?»« J'ai dit que je signe le divorce, » répéta-t-elle sans aucune expression. Mon cœur fit un bond, suivi d'une joie indescriptible. Mon Dieu, merci, ces 3 années étaient enfin terminées. Mais ma joie fut de courte durée. Je remarquai son regard. Il était étrange, comme un lac profond et insondable, rempli de quelque chose que je ne pouvais déchiffrer, avec une légère lueur d'excitation. Véronique acceptait enfin de signer et mon esprit bourdonnait, incapable d'y croire. 3 ans de souffrance arrivaient à leur fin. Sa phrase « D'accord, je signe » me parut une musique céleste. Pourtant, soudain, elle changea de ton. Un sourire indéchiffrable apparut sur ses lèvres. Avant de signer, dînons ensemble. Considérons cela comme un dîner d'adieu. Un dîner d'adieu ? Parfait. Mangeons. Tant que je signe, que ce soit un dîner ou un banquet, peu importe. Au fond, j'eus même une pensée mesquine. Peut être qu'après tout, elle avait un peu de conscience et voulait se séparer en bons termes. Le dîner fut organisé dans la salle à manger du manoir. Une longue table, des plats exquis et plusieurs de mes mets préférés.
Véronique était étrangement calme ce soir-là, je pourrais même dire douce. Elle me servit du vin, me demanda doucement comment allait mon entreprise. Son ton était complètement différent de celui des premiers jours, quand elle semblait toujours si froide et distante. Cette douceur me déstabilisa, mais à ce moment-là, j'étais trop aveuglé par la liberté que je pouvais presque goûter, alors je ne réfléchis pas trop. Je pensais seulement que c'était le calme avant la tempête ou la dernière courtoisie avant de nous dire adieu. En finissant de manger, elle posa ses couverts et dit « Allons dans mon bureau, je vais chercher un stylo. » « Le document, tu l'as où je le cherche. »« Je l'ai ici, répondis-je rapidement. J'ouvris ma mallette et sortis le document de divorce qui contenait tout mon espoir. Le bureau de Véronique. Ce n'était pas la première fois que j'y entrais, mais aujourd'hui l'air semblait différent, comme si quelque chose d'invisible me serrait la poitrine. Elle marcha jusqu'au bureau, s'assit et prit l'accord de divorce que je lui tendis. Mon cœur battait fort. Sans oser cligner des yeux, je fixai ses mains. Véronique baissa les yeux. Ses longs cils, sous la lumière, projetaient une ombre douce sur son visage. Finalement, elle prit le stylo et signa d'un trait ferme son nom, Véronique. À cet instant, je sentis qu'une énorme pierre qui pesait sur mon cœur depuis plus de 3 ans était enfin levée. Elle a poussé le document vers moi. « Serge, tu es libre maintenant, » dit-elle à voix basse. J'ai tendu la main pour le prendre. Mes doigts ont à peine effleuré le papier quand soudain, paf! L'autre main de Véronique a bougé comme l'éclair, sortant quelque chose du tiroir du bureau. Un éclair métallique, m'a aveuglé une seconde. C'était une seringue. Mes pupilles se sont brusquement contractées, un frisson est monté de mes pieds jusqu'à ma tête. « Véronique !» ai-je crié en essayant de reculer. J'ai voulu réagir, me défendre, mais tout s'est passé trop vite. Ces mouvements étaient précis, froids, pas ceux d'une dame délicate, mais ceux de quelqu'un d'entraîné. L'aiguille glacée s'est plantée sans hésiter dans mon bras droit. La douleur m'a traversé. J'ai essayé de la repousser, mais son autre main tenait mon bras avec une force inhumaine. Le liquide a été injecté jusqu'à la dernière goutte. Un vertige intense m'a frappé la tête, mon corps pesait, mes muscles ne répondaient plus. « Qu'est-ce que tu m'as injecté, bordel ?» ai-je grogné entre les dents alors que mes paupières devenaient lourdes comme du plomb. Elle n'a pas répondu. Elle a sorti un mouchoir blanc de sa poche qui dégageait un parfum doux et étrange et l'a pressé contre ma bouche et mon nez. « Lâche-moi !» ai-je tenté de crier, mais la force me quittait. La vision est devenue floue, le monde a commencé à tourner. Putain, j'avais baissé ma garde encore une fois. Comment ai-je pu croire qu'elle me laisserait partir si facilement? La dernière chose que j'ai vue, c'était le visage de Véronique, tout près du mien. Ses lèvres courbées en un sourire aussi beau que malade. Ses yeux en forme de demi-lune brillaient d'une folie qui m'a glacé le sang. « Serge !» chuchota-t-elle comme un démon à mon oreille. Le jour où nous avons signé ce contrat, je voulais déjà faire ça. Je voulais aussi t'enfermer dans la cave, ma cave privée, et la fermer à clé pour que tu sois à moi seul. Avant de perdre complètement conscience, j'ai cru entendre son rire de satisfaction. Un rire doux, mais empoisonné. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Quand j'ai rouvert les yeux, un parfum doux et un léger contact m'ont ramené à moi. J'étais dans une pièce souterraine et sombre. Mes mains et mes pieds étaient liés par de lourdes chaînes en fer. J'étais immobilisé sur un lit et, à côté de moi, Véronique portait une chemise de nuit en soie, les cheveux lâchés tombant sur ses épaules et le visage enfoui dans mon cou. Sa respiration était chaude, brûlante. « Chérie, tu es réveillée ?» Sa voix était si douce et tendre que j'en ai frissonné. J'ai voulu parler, mais ma gorge brûlait, sèche. Chut. Elle a posé un doigt sur mes lèvres. « Peu importe si tu ne te souviens pas, mais si tu veux partir de moi, ça n'arrivera pas. » Véronique a levé la tête. Ses yeux brillaient d'une lumière hypnotique presque dangereuse. « Il nous reste encore beaucoup de choses à faire, » murmura-t-elle, comme avoir un enfant ou conclure un contrat à plusieurs millions. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient, mais quand j'ai rouvert les yeux, une voix féminine, douce et paresseuse résonnait au-dessus de moi. C'était Véronique. Elle était assise au bord du lit, portant ma robe de chambre en soie, un verre de vin rouge à la main qu'elle faisait tourner lentement. Le liquide rouge foncé reflétait une lumière inquiétante dans la pénombre. Cette Véronique n'était pas la froide cadre que je connaissais. Une intensité presque fiévreuse brillait dans ses yeux. Elle s'est penchée sur moi, si près que son souffle chaud a effleuré ma peau. Elle sentait le vin et son parfum inimitable. « Serge !» murmura-t-elle d'une voix veloutée, « en fait, le jour où nous avons signé ce contrat. » Elle fit une pause et sourit. Ce sourire maladif délicieux m'a donné la chair de poule. Je voulais déjà faire ça avec toi. Mes pupilles se sont contractées. « Tu es folle, Véronique !»« Lâche-moi tout de suite !» ai-je crié, mais ma voix était rauque, sans force. L'effet du sédatif me dominait encore. Elle a continué à parler comme si elle ne m'entendait pas. Ses yeux se sont recourbés à nouveau, remplis d'un désir sombre. « Je veux t'enfermer dans la cave à laquelle je suis la seule à avoir accès, fermer la porte et te faire mien uniquement. » Ses doigts ont effleuré ma joue, son toucher dans le silence m'a fait trembler. « Tranquille, chérie, murmura-t-elle, tu t'y habitueras. Mais si tu veux fuir loin de moi, ça n'arrivera jamais. »
Ses yeux scintillaient d'une étincelle dangereuse, mais son sourire restait doux, charmant, comme celui d'un ange au cœur de démon. Elle posa le verre sur la table et me regarda avec ce regard possessif qui semblait vouloir me dévorer tout entier. J'essayais de me débattre désespérément. Les chaînes tintaient bruyamment, mais mon corps ne répondait toujours pas. Je ne pus que rester là, à regarder son regard, cette prison invisible, m'envelopper comme une marée sombre qui m'engloutissait complètement. Moi, un homme grand et fort, j'avais été dominé de cette manière par une femme. Le regret montait dans mes veines, incontrôlable. Elle me regardait toujours avec une fascination ardente, comme si elle contemplait sa possession la plus précieuse, un objet unique qui ne lui appartenait qu'à elle. C'était une vraie folle, obsédée par le contrôle et la possession. Comment diable avais-je fini impliqué avec quelqu'un comme ça? Les jours suivants, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire de vouloir vivre sans pouvoir, vouloir mourir sans y parvenir. Véronique, cette folle, descendait tous les jours me rendre visite à l'heure précise. Dire qu'elle venait me voir était un euphémisme. En réalité, c'était sa manière de proclamer son droit sur moi. Elle s'asseyait au bord du lit, laissant ses doigts parcourir ma peau encore et encore, tout en murmurant d'une voix obstinée « Tu ne peux être qu'à moi. Personne ne pourra m'enlever ce qui m'appartient. » Je me sentais comme une poupée sans âme, qu'elle pouvait déplacer et disposer à sa guise. Je n'avais même pas le contrôle le plus basique sur moi-même. Ce qui m'humiliait le plus, c'était quand elle me donnait à manger. Elle voulait me nourrir avec sa propre bouche, mélangeant son souffle à l'arôme de la nourriture. Je ressentais une répulsion physique insupportable. Au début, je résistais de toutes mes forces, serrant les lèvres avec désespoir, mais quand la faim devenait insupportable, toute ma dignité s'effondrait comme de la mousse. Elle ne se fâchait jamais, elle me regardait juste avec ce sourire malade et doux. « Chérie, comment vas-tu avoir la force d'être avec moi si tu ne manges pas ?» Et ainsi, encore et encore, je finissais par céder. Entre la faim et sa domination, mon pauvre orgueil se brisait en 1000 morceaux. En plus de me nourrir, il y avait cette foutue soupe miracle. Je jure que je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi dégoûtant. Viande, huîtres, sabots de vache, blanc de poulet, champignons lingji, ginseng, poissons de montagne, racines de foti, cordyceps, tout ça ensemble, bouillant jusqu'à devenir noir. L'odeur suffisait à me faire vomir. « Chérie, cette soupe, je l'ai faite moi-même pour toi », souriait-elle doucement en me tendant le bol. J'essayais de me détourner, mais elle me tenait la mâchoire et me la versait de force. Le liquide amer me brûlait la gorge, comme si mes organes protestaient à l'unisson. Mon corps se sentait plus fort, oui, mais c'était une énergie fausse, drainée de mon intérieur. Le plus honteux, c'était que, à cause de ses médicaments et de sa manipulation constante, mon corps commençait à réagir de façon instinctivement masculine. Je me méprisais moi-même tandis que mon esprit s'effondrait lentement, tranché par un couteau sans tranchant, jour après jour. Parfois, Véronique semblait une femme normale. Elle me serrait dans ses bras, posait sa tête sur ma poitrine, respirant calmement. « Serge, tu es tellement... Tu ne peux être que masculin. Tu ne peux être qu'à moi, tu comprends? Ne t'éloigne jamais de moi. » Sa voix était douce comme une plume, mais ses mots étaient chargés d'une soif de contrôle qui glaçait mon sang. J'essayais de résister, de briser ces foutues chaînes de toutes mes forces. Le son métallique résonnait dans le silence du sous-sol, aigu, désespérant, et le résultat n'était que mes poignets et chevilles ensanglantées. Quand elle voyait mes blessures, son regard devenait encore plus sombre. « Chérie, tu n'as pas été sage. » Alors elle renforçait son contrôle, réduisait mon espace, prolongeait les effets des médicaments. Peu à peu, j'ai cessé de résister. J'ai commencé à l'observer en silence, à étudier ce sous-sol maudit, cherchant la moindre opportunité, si petite soit-elle, pour m'échapper. Un jour, elle semblait de très bonne humeur. Après notre rencontre, elle me détacha une des chaînes. « Chérie, aujourd'hui tu mangeras tout seul. » Elle posa l'assiette sur la table de nuit et resta à m'observer. Cette petite liberté fit battre mon cœur avec force. L'espoir brûlait faiblement en moi. Je pris maladroitement les baguettes et goûtai la nourriture. Quel délice! C'était la première fois depuis longtemps que je pouvais me nourrir moi-même. Mais l'espoir fut de courte durée. Au repas suivant, elle me remit enchaîné. « Laisse-moi te nourrir, chérie, c'est comme ça que j'aime le plus. » La flamme de l'espoir s'éteignit sous un seau d'eau froide. Jour après jour, ce sombre sous-sol sans soleil devint ma prison, et Véronique ma belle geôlière, la folle qui détenait la clé. Aujourd'hui, quelque chose était différent. Comme d'habitude, Véronique descendit au sous-sol, portant la même chemise de nuit en soie, et son parfum familier emplit l'air. Elle entama ce rituel humiliant que je connaissais si bien, mais ses mouvements étaient plus pressés, son regard plus ardent, et ce qui m'inquiéta le plus fut l'expression étrange sur son visage. Il n'y avait plus de satisfaction, mais autre chose, une sorte de délire. Soudain, elle se pencha, ses lèvres brûlantes effleurèrent mon oreille et murmura d'une voix tremblante. « Serge, peu importe si tu ne t'en souviens pas, mais il y a 3 ans, j'avais déjà décidé que je ne pourrais pas vivre sans toi. 3 ans !» Ces mots furent comme un éclair. Il y a 3 ans? N'était-ce pas à ce moment-là que nous avions signé ce foutu contrat? À cet instant, elle me regardait comme si j'étais un objet de valeur.
avec une froideur calculatrice. « Comment pourrais-je » murmurai-je. « Serge, continua-t-il, sa voix vibrant de folie. Ces coups que tu as donnés pour moi, pour me protéger, Serge, c'est cet homme que je veux. » Mon corps se tendit. Des coups? Me protéger? Mandala? Qu'est-ce qu'il est au juste? Elle rit avec mépris. Un inutile, un hypocrite faible. Avant, j'étais aveugle de m'intéresser à quelqu'un comme ça. Il ne s'approchait que pour mon argent et ma position. Tu crois vraiment que je ne le savais pas? En parlant, elle passa doucement le bout de ses doigts sur mon menton. Le regard de Véronique était si passionné qu'il en devenait terrifiant, comme celui d'une croyante qui venait enfin de voir un miracle. Seul un homme comme toi mérite d'être à moi. Mon esprit devint un chaos. Les paroles folles et malsaines qui sortaient de sa bouche me glaçaient le sang, mais ce qui m'horrifia vraiment fut ce qu'elle dit ensuite. Cette fois, je t'ai enfin eu complètement. Et avant même de t'avoir, j'ai pu profiter du spectacle que je voulais le plus voir. Elle éclata d'un rire, un rire qui résonna dans tout le sous-sol silencieux, tordu et glaçant. 3 ans sont passés, Serge. Tu sais combien de temps j'ai dû supporter cet inutile de Mandala? Ce n'était pas complètement une perte. Dès qu'il est revenu au pays, j'ai su que je reverrais ton côté, le héros, celui qui se bat pour moi. Serge, tu sais, quand je t'ai vu frapper Mandala sans pitié, comme s'il était un insecte méprisable, peux-tu imaginer l'émotion, l'euphorie que j'ai ressentie à ce moment-là? Boum! Mon cerveau explosa comme si une bombe avait explosé à l'intérieur. Alors Mandala ne cherchait pas la bagarre par hasard. Non, tout faisait partie du plan de Véronique. Moi, comme un idiot, je suis tombé directement dans le puits qu'elle avait elle-même creusé. Elle était la directrice suprême et moi, le protagoniste pathétique, jouant le rôle du héros qui sauve la dame dans son foutu scénario. Même si le plus regrettable, dit-elle avec une expression de fausse peine, fut ce dernier coup de pied de ta part. Tu l'as presque tué, j'ai dû le voir seulement à travers les caméras de surveillance. Ah, comme je désirais le voir en personne. Je regardais son visage, un mélange grotesque d'obsession et de folie. Un frisson parcourut mondos. Il monta de la base de la colonne vertébrale jusqu'à la nuque, mais le pire était que mon corps traître continuait de réagir à sa proximité. La brutale contradiction entre esprit et chair me menait au bord de la folie. Un long moment passa. Finalement, Véronique cessa de murmurer et s'allongea sur ma poitrine, satisfaite comme une chatte repue après la chasse. Sa respiration devint lente, et de temps en temps, ses doigts caressaient ma poitrine avec une douceur malsaine. Je fermai les yeux, sans force même pour bouger un doigt. Un moment plus tard, quand elle sembla enfin satisfaite, elle se redressa lentement. À sa façon de bouger, je compris qu'elle allait me remettre enchaîné et partir comme toujours. Mais à peine debout, son expression changea soudainement. Elle porta une main à sa bouche, fronça les sourcils, comme si elle allait vomir. L'instant d'après, elle sauta du lit et courut vers la porte du sous-sol sans se retourner. Le claquement de ses talons résonnait de plus en plus loin, jusqu'à ce que la porte métallique se referme d'un coup et que le silence mortel remplisse à nouveau l'endroit. Allongé sur le lit, je respirais avec difficulté. Chaque bouffée était un effort. Il fallut un bon moment avant que je comprenne, elle était partie. Et, plus important encore, pendant la frénésie d'il y a un instant, Véronique m'avait détaché un des poignets, et, en partant si vite, elle avait oublié de me recadenasser. Je levai lentement la main. La chaîne pendait, lâche, froide et lourde. Elle était ouverte. Elle avait oublié de me remettre enchaîné. Un courant électrique parcourut mon corps. C'était ma chance, être la seule. Je retins mon souffle, écoutant attentivement au cas où elle reviendrait. Les minutes passèrent, une à une, sans un seul bruit. Malgré la douleur et la fatigue, je me forçais à me reposer un peu pour reprendre des forces. Chaque seconde était une torture. Après environ 2 heures, quand je sentis enfin un peu d'énergie, je me redressais lentement, mouvement par mouvement. Et je trouvai une tige métallique, la même que Véronique avait fait tomber en changeant une ampoule quelques jours plus tôt. Je forçais, grattais, frappais. La sueur coulait sur mon front, mes yeux brûlaient après plus de 2 heures. Un petit clic retentit. La chaîne se défit. Libre, je me levai en titubant et courus vers la porte métallique qui menait au monde extérieur. Mais, une fois de plus, l'espoir s'écrasa contre la réalité. La porte était fermée par un cadenas électronique haute sécurité, comme aucun que j'avais jamais vu. Je retournai dans la pièce, ramassai tout ce qui pouvait me servir d'outil et frappai encore et encore, jusqu'à ce que mes mains brûlent. Tout fut inutile. La porte semblait une extension du mur, impossible à bouger. Au milieu du désespoir, mes doigts touchèrent quelque chose par terre. Un morceau de caoutchouc dur, à peu près de la taille d'une carte, une carte bancaire. Dans les films, ce n'est pas toujours comme ça. On glisse une carte dans la fente de la serrure, on la fait glisser un peu et la porte s'ouvre. Même si je savais que c'était une bêtise, il ne me restait plus qu'à bricoler le verrou jusqu'à ce qu'il soit cassé. Je glissais le morceau de caoutchouc dans la fente. Je fis glisser 1 fois, 2 fois, 100 fois. Mon bras me faisait tellement mal que j'avais l'impression qu'il allait se briser. J'avais soif, faim et la gorge en feu comme si elle brûlait.
Juste au moment où j'étais sur le point d'abandonner, de retourner au lit et d'attendre la mort, un léger clic presque imperceptible sortit de l'intérieur de la serrure. Tout mon corps frissonna. Une joie indescriptible envahit ma poitrine. Je suis un génie, pensai-je. Je saisis la poignée de toutes mes forces et tirai vers l'intérieur avec le peu d'énergie qu'il me restait. La porte s'ouvrit, mais seulement entr'ouverte. Une force de l'extérieur poussa rapidement la porte vers l'intérieur. Un parfum familier avec une touche entêtante emplit ma bouche et mon nez. Je n'eus même pas le temps de voir clairement son visage que la conscience sombra de nouveau dans l'obscurité infinie. En tombant, je fus accueilli par des bras familiers au parfum doux et connu. C'était Véronique. La conscience se dégagea de nouveau de la boue collante dans l'obscurité. Cette odeur familière me hérissa la peau et envahit de nouveau mes narines. Avant d'ouvrir les yeux, je sentis déjà que quelque chose n'allait pas. Le poids sur mes bras et mes jambes était le double d'avant. J'ouvris brusquement les yeux à la lumière tamisée. La première chose que je vis fut des pièces froides et brillantes noires à mes poignets et chevilles. Les chaînes étaient plus épaisses qu'avant, avec des marques neuves et brillantes comme deux serpents noirs enroulés me serrant. Véronique était allongée sur moi comme une chatte paresseuse. Elle posait la tête sur ma poitrine, caressant doucement mon visage du bout des doigts. En me voyant réveillé, elle leva la tête avec ce sourire dangereux dans les yeux que je connaissais trop bien. « Chérie, tu ne t'es pas bien comportée, » murmura-t-elle. Sa voix était douce, sucrée, mais chaque mot perçait mes oreilles comme une mèche de glace. « Tu pensais encore t'échapper en cachette ?» Son doigt parcourut mes lèvres, laissant une trace glacée. « Pourquoi? Une femme aussi belle que moi ne peut-elle pas te retenir? Qu'est-ce que le monde extérieur a de si bon? Tu dois te rappeler qu'il y a dehors tout est dangereux. » Il s'est penché plus près. Son souffle chaud a effleuré mon visage et il a prononcé mot à mot. « Seul moi suis ce qu'il y a de mieux pour toi. » J'ai serré les dents, ma poitrine montait et descendait violemment, mais je n'ai pas pu dire un mot. L'humiliation de l'échec et le désespoir m'ont enveloppé comme une marée sombre. La sombre Véronique semblait très satisfaite de ma réaction. Le sourire sur ses lèvres s'est approfondi. « Reste juste ici avec moi et notre enfant. » Les mots « et notre enfant » ont explosé dans ma tête comme une bombe. Tout mon corps s'est tendu. Je l'ai regardé avec incrédulité. Son regard a été remplacé par une expression innocente et pleine d'attente, comme une fillette qui attend d'être félicitée pour avoir bien fait quelque chose. Elle a hoché la tête avec force, les yeux brillants. « Oui, notre enfant », m'a-t-elle répondu très sérieusement avec une touche de fierté. C'est le résultat de plus d'une quinzaine de jours de nos efforts. À peine avait-elle fini sa phrase que l'innocence a disparu. Véronique est redevenue la folle habituelle. Ses yeux pleins d'ombre et une possession ardente plissaient les yeux avec un plaisir dangereux. Ce changement si fluide d'expression m'a provoqué un profond dégoût. Mon esprit était en chaos, mais je me suis forcé à garder le peu de raison qui me restait. Incrédule, je lui ai demandé « Tu es allé à l'hôpital pour le confirmer. Et qu'est-ce que tu en penses ?» Elle a répondu fièrement « Haussant les sourcils comme un paon victorieux, on vient juste de me le confirmer et j'ai tout de suite voulu venir te donner la bonne nouvelle. » Mais en ouvrant la porte, j'ai découvert son regard. Le ciel est devenu glacial et elle m'a serré le menton avec force. Un certain homme cruel voulait s'enfuir en cachette et abandonner sa femme et son enfant. Ces mots m'ont laissé sans voix. Les paroles de Véronique m'ont serré le cœur comme une main invisible l'enfonçant dans un poids insupportable. Un enfant. Elle était enceinte. Cette réalité était plus lourde que les grosses chaînes de fer à mes poignets. Elle a complètement écrasé la dernière étincelle d'espoir qui me restait pour m'échapper. J'ai respiré profondément et essayé de me calmer. Maintenant qu'il y avait un enfant en jeu, fuir serait plus difficile que d'atteindre le ciel. J'ai fermé les yeux, évitant de regarder son beau visage dément tandis que mon esprit tournait à toute vitesse. Les paroles de Véronique d'avant résonnaient encore et encore dans ma tête. Il y a 3 ans, elle a décidé qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. Il y a 3 ans, j'ai combattu pour elle. J'ai réfléchi longtemps jusqu'à ce qu'un souvenir flou, caché dans un coin oublié de mon esprit, commence peu à peu à prendre forme. Je venais d'obtenir mon diplôme universitaire. J'avais étudié la finance, mais sans contact ni famille influente. Obtenir mon diplôme était comme rester sans emploi. Ce joli diplôme ne servait à rien face à la réalité. Pour survivre, j'ai trouvé un emploi à temps partiel comme serveur dans un bar. Il y a 3 ans, oui, c'était juste après avoir obtenu mon diplôme. 2 jours plus tard, sans un sou en poche, j'ai fouillé dans les poubelles de mes souvenirs pour essayer de trouver un indice. Finalement, une image chaotique, pleine de jeunesse et d'adrénaline, a émergé du plus profond de l'oubli. À cette époque, la phrase « obtenir son diplôme, c'est rester sans emploi » me convenait parfaitement. Pour gagner mon pain, je travaillais comme serveur dans un bar très fréquenté. Cette nuit-là, le bar était aussi bruyant que d'habitude. Je portais un plateau au milieu de la foule quand j'ai vu cette scène dans un coin sombre. 6 ou 7 voyous aux cheveux teints en rouge, bleu et vert entouraient une fille, disaient des obscénités et leurs mains ne cessaient de bouger. Elle avait clairement trop bu. Elle avait les joues rouges, le regard perdu, le corps si faible qu'elle pouvait à peine les repousser. Le sang m'a bouilli.
Je n'ai pas pensé aux conséquences. Fraîchement diplômé, j'étais encore un jeune impulsif. J'étais en colère, plein de sens de la justice. Comment pouvais-je rester là à regarder? J'ai posé le plateau de côté et je me suis jeté sur eux sans dire un mot. J'ai saisi la fille et je l'ai cachée derrière moi. Que croyez-vous faire? Vous pensez être très courageux d'abuser d'une femme? Les types sont restés stupéfaits une seconde puis ont ri, m'entourant. Ce qui a suivi a été une bagarre brutale. Ils étaient plus nombreux et j'ai reçu plusieurs coups. À peine ça avait commencé, ma lèvre me brûlait mais je refusais de tomber. Je pensais... Un héros ne peut pas abandonner la dame au milieu du sauvetage. Ce serait une honte de mourir ici. Une rage ardente est montée du fond de ma poitrine. L'adrénaline a explosé. J'ai frappé de toutes mes forces, abandonnant toute défense, prêt à échanger blessure contre blessure. Je les ai vraiment intimidés. Finalement, les voyous ont juré et pris la fuite. Moi non plus je n'étais pas en meilleur état. Le visage enflé, le nez qui saignait, les vêtements en lambeaux. Instinctivement, j'ai tourné le dos à la fille ne voulant pas qu'elle me voie dans cet état lamentable. Je n'ai pas besoin qu'elle me remercie, ai-je pensé. Au contraire, j'avais honte. Je n'ai même pas osé la regarder une fois de plus. Je me suis juste éloigné en boitant. Le résultat était évident. Ils m'ont viré du bar ce même jour. Une quinzaine de jours plus tard, j'ai reçu un appel étrange et j'ai signé ce maudit contrat avec Véronique. Un contrat de mariage. À cet instant, un frisson m'a parcouru tout le corps. Temps, lieu, cause et conséquences, tout s'emboîtait parfaitement. Ce n'était pas un hasard. Depuis le début, c'était elle qui m'avait choisi. J'ai ouvert les yeux brusquement, regardant Véronique qui restait allongée sur moi. Ma voix, rauque de terreur, est à peine sortie. C'était toi, la fille du bar? Véronique a lentement relevé la tête. Dans ses beaux yeux brillait une lueur de triomphe. Ses lèvres se sont courbées en un sourire malsain, satisfait. Chérie, on dirait que tu t'en souviens enfin. D'un doigt, elle a caressé mes lèvres. Son ton était glacé et amusé. Mais maintenant que tu t'en souviens, tu pourras encore moins t'échapper. Le poids sur ma poitrine, tout est devenu insupportable. Comment pourrais-je fuir maintenant? J'avais déjà essayé de résister et le résultat avait été une chaîne encore plus épaisse. Véronique était capable de me droguer, de m'enfermer. Je ne doutais pas que, si je la mettais encore en colère, elle me casserait vraiment les jambes. Et puis, il y avait le bébé. Qu'il soit à moi ou non, avec son niveau d'obsession maladive, elle l'utiliserait comme le dernier carcan pour m'enchaîner. Si l'enfant était vraiment à moi, alors légalement et émotionnellement, je ne pourrais jamais me libérer. Il fallait que je garde mon calme. La force ne marchait pas, il ne restait que la ruse. Un vrai homme sait quand céder. Je devais d'abord survivre, puis chercher une opportunité. J'ai fermé les yeux et en les rouvrant, la colère et la peur s'étaient enfoncées sous un masque tranquille. J'ai feint un sourire résigné, essayant que ma voix paraisse détendue. Si je ne peux pas m'échapper, alors je ne le ferai pas. Je l'ai regardé et haussé les épaules, faisant semblant d'être naturel. Je suis un homme. Si je l'ai fait, je dois l'assumer. Je resterai avec toi et avec l'enfant. Je ne compte plus fuir. Véronique plissa les yeux comme une chatte observant sa proie, la méfiance brillant dans son regard. Elle s'est penchée, examinant attentivement mon visage, comme cherchant une faille dans mon mensonge. Je ne te crois pas encore complètement, murmura-t-elle, elle. Le bout glacé de son doigt effleura ma gorge, me hérissant la peau. Tu ferais mieux de dire la vérité, sa voix devint glaciale, avec une menace flagrante. Sinon, la prochaine fois, je te casserai les deux jambes, pour que tu restes ici pour toujours. Mon cœur se serra, mais je gardai sur le visage l'expression de la reddition. Elle, satisfaite de ma docilité apparente, poussa un soupir et, comme si de rien n'était, se recoucha sur ma poitrine. Comme une petite chatte obéissante, elle enfouit son visage dans le creux de mon cou et murmura « Tu sais, mon amour, tu es celui que j'aime le plus. Je ne veux pas te faire de mal non plus, mais je n'ai pas d'autre choix. Qui t'a dit de ne pas obéir? Qui t'a dit d'essayer de t'échapper? Qui t'a dit de vouloir abandonner maman et le bébé ?» Sa voix devenait de plus en plus douce avec un léger ton rauque de sommeil. Elle continua à parler et parler jusqu'à ce que sa respiration devienne régulière et profonde. Elle s'endormit ainsi dans mes bras. Je gardai le corps immobile, n'osant pas bouger, sentant sa respiration chaude, humant cette odeur familière qui me perturbait tant. Pendant ce temps, dans ma tête, il ne restait qu'une froide lucidité. Cette nuit-là, je finis aussi par m'endormir. Le lendemain matin, je me réveillai dans un silence absolu. Mes bras étaient vides, Véronique n'était plus là. Je bougeai le poignet par réflexe, mais je n'entendis pas le bruit métallique habituel des chaînes. Je me redressai brusquement, baissai les yeux. Mes poignets et mes chevilles étaient libres. Sans rien les retenant, ces lourdes chaînes de fer avaient été retirées. Mon cœur fit un bond. Un mélange d'euphorie et d'anxiété m'envahit la poitrine. Était-ce une épreuve qu'elle me faisait passer? L'âme agitée, je descendis pieds nus du lit. Pour la première fois, j'utilisai mes propres jambes pour me lever dans cette prison qui m'avait enfermé plus de 15 jours. J'avançai lentement vers la porte en fer, le cœur battant comme s'il voulait me déchirer la poitrine. J'étendis la main et poussai doucement. La porte s'ouvrit, dehors un escalier montait.
Je suivis les marches jusqu'à pousser une autre porte au bout, et la scène devant moi me parut terriblement familière. Le bureau de Véronique, l'immense étagère en bois rouge, le canapé en cuir hors de prix et la légère odeur d'encre flottant dans l'air. Je restais figé sur place. Cette pièce secrète, cet enfer qui m'avait retenu captif, était caché juste derrière l'étagère du bureau. J'avais vécu dans cette maison pendant 3 ans. J'étais entré dans ce bureau d'innombrables fois, mais je n'avais jamais su qu'il y avait quelque chose de tel caché là. Depuis quand avait-elle commencé à le préparer? Cette idée me fit dresser les poils. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit de l'extérieur. Véronique entra. Elle portait des vêtements d'intérieur. Sur son visage, un sourire apaisant, semblable à celui d'une épouse ordinaire. Elle s'approcha naturellement et prit ma main. Sa peau était tiède, mais ne me transmit pas la moindre chaleur. « Tu as faim, mon amour? Allons manger. » Je commençai à apprendre à faire semblant d'être un mari exemplaire pour le bébé que je portais en moi, cette petite chaîne ou salut, et aussi pour mes jambes, qui étaient encore intactes. Je déléguais la majeure partie du travail de l'entreprise aux personnes en qui j'avais le plus confiance, tandis que je devenais un homme au foyer. Pendant la grossesse, l'appétit de Véronique devint étrange. Un jour, elle voulait quelque chose d'acide, le lendemain, quelque chose de piquant. Chaque jour, je changeais ma façon de cuisiner pour elle. « Allô? Tu cherches des recettes pour femmes enceintes sur Internet ?» Je préparais des plats nutritifs, bons pour le bébé, craignant de ne pas la satisfaire comme il fallait. « Chérie, aujourd'hui je veux du poisson aigre doux, mais il doit être authentique. » « D'accord? Très bien. » Je mis mon tablier et entrai dans une cuisine plus grande que mon bureau pour préparer le mérou fraîchement arrivé par avion. Elle s'assit à la table de la salle à manger, posa son menton sur ses mains et me regarda cuisiner avec un sourire. Son regard était si doux, si tranquille, qu'on aurait presque cru qu'elle m'aimait vraiment et que je n'étais pas un prisonnier fraîchement libéré. Pendant les premiers mois, Véronique souffrit de terribles nausées. Chaque matin, je lui préparais de l'eau gazeuse avec du gingembre et du citron, puis je l'accompagnais au travail. Ce n'était que lorsque je la voyais entrer dans son immeuble d'entreprise que je me permettais de m'occuper de mes propres affaires. L'après-midi, je sortais plutôt de mon bureau et la récupérais au sien. Parfois, je m'asseyais dans le bureau de la directrice générale, l'aidant à revoir quelques documents pas si importants, juste pour qu'elle puisse partir se reposer plus tôt. Le regard de ses employés envers moi passa de la surprise à l'habitude, avec même une touche d'admiration. Ils pensaient probablement que leur chef inaccessible, Madame Véronique, avait finalement été domestiqué par un simple mortel comme moi. Seul moi savais que, derrière cette apparente tendresse, habitait une folie abyssale. Véronique commença à dépendre de moi de plus en plus, ou plutôt, à s'accrocher davantage à moi. Comme une enfant, elle allait où j'allais. Si je révisais des documents, elle plaçait un petit tabouret à côté de moi. Si je cuisinais, elle me prenait dans ses bras par derrière. Cette possessivité malsaine et étouffante semblait s'être diluée avec les hormones de la grossesse, se transformant en une douceur capricieuse, presque tendre. Il y eut des moments, en regardant son profil paisible pendant qu'elle dormait, où une vague illusion me saisit. Peu, être avait-elle vraiment changé? Peu, être pourrions-nous rester ainsi pour toujours? Nous étions presque devenus un vrai couple. Le week-end, nous allions ensemble au centre commercial. Devant les étagères pleines de couleurs, Véronique soulevait 2 pyjamas assortis, un du loup gris et un de la louve rose. Je les essayais sur moi. « Chérie, tu ne trouves pas qu'ils nous vont parfaitement ?» Elle riait, les yeux courbés comme des croissants de lune. Je me regardais dans le miroir vêtu du loup gris avec un sourire résigné. « Bien sûr que oui, tu es la louve rose, toujours avec la poêle à la main. Elle ne se fâchera pas. » Au contraire, elle posa sa tête sur mon épaule et rit encore plus fort. Nous marchions main dans la main, comme n'importe quel couple normal. Au cinéma, nous regardâmes un film romantique ennuyeux, partageâmes une brochette de calamars grillés. Dans la rue de la nourriture, Véronique but mon thé au lait et je mangeais un morceau du gâteau de poulpe dont elle avait déjà mordu. Cette douceur était si réelle qu'elle en devenait effrayante. Je savourais ce rare moment de chaleur, mais la corde tendue dans mon cœur n'osait pas se détendre une seule seconde. Cette nuit-là, nous étions allongés dans le lit en train de lire. Elle s'est blottie contre ma poitrine, a soudain pris ma main et l'a posée sur son ventre légèrement arrondi. « Tu le sens ?» a-t-elle chuchoté. J'étais sur le point de demander ce que je devais ressentir quand une légère vibration, étrange et douce, comme un petit poisson soufflant des bulles, a parcouru ma paume. Mon corps s'est figé. « C'est le bébé qui bouge ?» ai-je demandé. J'ai baissé la tête et regardé Véronique. Elle me regardait aussi avec une lumière dans les yeux que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de tendresse maternelle et d'attente. À ce moment-là, une émotion indescriptiblement complexe m'a envahi la poitrine pour cette petite vie qui allait arriver. Je ne pouvais pas dire que je ne ressentais rien. Ce petit coup a frappé directement mon cœur, me faisant ressentir avec une clarté déchirante qu'une nouvelle vie, liée à mon sang, grandissait là, dedans. Mais ce lien était aussi une nouvelle chaîne qui me liait encore plus fort.
Les jours ont continué à s'écouler dans cette étrange et étouffante tranquillité, jusqu'au jour où un associé de l'entreprise est venu en visite. La représentante de son côté était une femme d'affaires compétente et élégante. Après la réunion, nous avons un peu discuté dans le couloir. Elle a souri, m'a tendu sa carte et a dit que nous pourrions rester en contact. Juste au moment où je la prenais poliment, je me suis retourné et là se tenait Véronique. Je ne savais pas depuis quand elle nous observait. Elle souriait comme toujours, mais ses yeux, fixés sur la carte que je tenais, ne montraient aucune trace de chaleur. L'air est devenu lourd instantanément. L'autre femme l'a remarqué, a souri maladroitement et s'est rapidement excusée. Véronique a alors commencé à marcher vers moi, sans colère, sans question. Elle a simplement tendu ses doigts fins et, avec une élégance glaçante, a pris la carte de mes mains. Devant moi, elle l'a déchirée morceau par morceau, avec des mouvements doux et précis, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la poussière de papier. Puis elle a levé la tête, s'est approchée de mon oreille, et d'un ton doux et bas, juste pour moi, a chuchoté « Chérie, tu n'as pas été très sage ces derniers temps. Tu m'as presque fait oublier que la chambre sombre est encore assez spacieuse. » Depuis ce jour, ces mots « la chambre sombre est encore assez spacieuse » résonnaient dans ma tête comme un écho démoniaque. Je me suis bien comporté, plus docile que jamais, et il semble que cela lui ait plu. Elle n'a jamais reparlé de la chambre sombre. Le temps a continué à s'écouler dans cette paix étouffante et malsaine, si vite que le ventre de Véronique était déjà rond comme une sphère. Le jour de l'accouchement est arrivé. Dehors, devant la salle d'accouchement, je marchais de long en large comme un fou. La lumière rouge de l'opération brillait comme un œil qui voit tout, me faisant transpirer à froid. Je ressentais des émotions contradictoires. L'espoir pour la nouvelle vie, l'inquiétude pour la femme devenue folle à l'intérieur, et une peur diffuse pour mon propre avenir. Ah, la porte du bloc opératoire s'est ouverte, une infirmière est sortie, j'ai couru vers elle. « Comment va ma femme ?» ai-je demandé la gorge sèche. Elle a retiré son masque, affichant un sourire fatigué mais joyeux. « Félicitations, la mère et la fille vont bien. » Ces mots, « la mère et la fille vont bien » ont été comme un rayon de soleil dissipant toutes mes ombres et mon anxiété. J'ai poussé un long soupir. Mes jambes tremblaient. Quand l'infirmière a posé le bébé dans mes bras, mon cœur a chaviré. Elle était si petite, avec la peau ridée, les yeux fermés, la petite bouche s'ouvrant et se fermant doucement. Je lui ai donné un nom, Sophie. En la regardant, toutes mes défenses, ma peur, ma prudence ont fondu à cet instant. C'était une émotion pure, primitive, de chair et de sang. Pendant la quarantaine de Véronique, je suis devenu un père de première classe, changeant les couches, préparant le lait, faisant passer les gaz, berçant jusqu'à ce qu'elle s'endorme. De la maladresse, je suis passé à la pratique. Véronique, allongée dans le lit, me regardait en silence pendant que je m'occupais de notre fille. Dans ses yeux, la folie et la possession semblaient s'être dissipées, remplacées par une douceur et une satisfaction inconnues. Ce regard me faisait parfois sentir que nous étions vraiment un couple normal. 1 mois après la naissance, Véronique nous a emmenés, Sophie et moi, chez ses parents. Ils connaissaient déjà mon existence et auparavant leur attitude envers moi n'avait pas été mauvaise. Maintenant, avec une petite fille dans les bras, leur enthousiasme était presque écrasant. Chez mes beaux-parents, je faisais de mon mieux dans mon rôle de gendre parfait. J'aidais ma belle-mère en cuisine, je jouais aux échecs avec mon beau-père. Aujourd'hui, nous parions des nouvelles sur le balcon. Les visages heureux des personnes âgées me faisaient presque oublier qu'il y avait toujours une prison invisible derrière tout ça. Ce n'étaient que des méthodes de survie, les compétences que j'avais développées au fil des années. Après le dîner, mon beau-père m'a appelé dans son bureau. Il m'a tapoté l'épaule et d'une voix sincère m'a dit « Serge, nous avons trop gâté Véronique depuis qu'elle est petite. Son caractère peut être un peu étrange. Alors je te demande d'être patient, je ne suis pas indulgente avec elle », ajouta ma belle-mère à ses côtés, d'un ton conciliant. « Oui mon fils, si jamais elle fait quelque chose d'inapproprié, pardonne-la s'il te plaît. » Je les écoutais avec un sourire presque parfait sur le visage. Mais à l'intérieur, je riais froidement. Étrange, sa fille est bien plus que ça. Le mot juste serait obsessionnel, jusqu'à la folie. Le genre de personne qui pourrait t'enfermer dans une cave et t'attacher avec des chaînes en fer. Mais avec le ton le plus sincère du monde, je répondis « Ne vous inquiétez pas, le caractère de Véronique me convient parfaitement. Nous sommes un couple fait pour le ciel. » Depuis ce jour, après avoir rendu visite à mes beaux-parents, je suis devenu complètement l'esclave de ma fille. Chaque fois que j'avais un moment libre, je serrais Sophie dans mes bras et la faisais rire. Je lui chantais des berceuses fausses. La voir babiller me fondait le cœur. Cette nuit-là, alors que je la tenais dans mes bras et embrassais son petit visage rosé, Véronique s'approcha par derrière. Elle me serra dans ses bras et posa son menton sur mon épaule. Avec un soupçon de jalousie feinte, elle chuchota « Maintenant tu n'as Dieu que pour notre fille. Tu ne passes plus de temps avec moi. » Je laissai échapper un rire doux, me retournai et les pris toutes les deux dans mes bras. Comment pourrais-je être ainsi? Vous êtes toutes les deux mes trésors. Elle se blottit satisfaite contre ma poitrine et leva les yeux.
Ses yeux se courbèrent en un sourire en demi-lune. Son expression était la douceur que je connaissais déjà, mais ses paroles me glacèrent l'intérieur. Chérie, en te voyant si attachée à Sophie, je veux aussi te faire une surprise, une que je sais que tu vas adorer. Depuis la naissance de Sophie, mon monde se résumait à du lait en poudre, des couches et les rires pétillants de ma fille. Je la tenais comme si elle était le trésor le plus tendre de l'univers, heureux de devenir son esclave. Ce jour-là, alors que je lui changeais maladroitement la couche, ses petites jambes s'agitaient dans mes bras. Véronique s'approcha par derrière et me murmura à l'oreille avec mystère. « Mon amour, viens, je veux te montrer un cadeau. » Son souffle avait une légère douceur. Concentré sur ce que je faisais, je répondis « Je suis occupé, je ne peux pas maintenant. En plus, j'aime ça aussi. Tu viens avec moi ?» Elle se frotta contre mon dos comme une chatte câline. Je savais qu'une fois qu'elle décidait quelque chose, il n'y avait pas d'échappatoire. Sous ses supplications sucrées, je finis par céder. Je plaçai Sophie sur le siège passager et lui attachai la ceinture de sécurité. Elle s'endormit paisiblement, rapidement dans mes bras. Véronique démarra la voiture de si bonne humeur qu'elle fredonnait même une chanson. Les lumières de la rue défilaient rapidement derrière la fenêtre. Je regardais le petit visage endormi de ma fille, mais en moi grandissait une inquiétude indéfinissable. Une salle de boxe. C'était l'endroit où elle m'avait emmené, un lieu imprégné de l'odeur de la sueur et de la testostérone. À peine entré, une odeur pénétrante de cuir et de désinfectant me frappa le visage. Pas très loin, on entendait les coups secs, des poings frappant le sac et les cris rauques des entraîneurs. Véronique, avec une totale familiarité, me conduisit jusqu'à un ring indépendant. Là debout se trouvait une silhouette connue. Mandala. Elle portait un short et un t-shirt, avait une veste de boxe et des gants rouges, mais n'avait rien de l'allure d'un combattant. Elle ressemblait plutôt à un lapin acculé. En me voyant, ses jambes tremblèrent. C'était une peur si profonde qu'on la voyait jusque dans ses os. Prenant délicatement Sophie, qui dormait dans mes bras. Son sourire était radieux, mais perturbant. Elle me montra la petite comme si c'était un trophée et désigna Mandala du menton. J'ai dû payer un contrat assez cher pour qu'elle accepte d'être ta partenaire de boxe. Alors, qu'en dis-tu? Tu aimes ma surprise? Un frisson monta de mes talons jusqu'à ma tête. Je la regardai, puis Mandala, tremblante comme une feuille sur le ring, et je ne pus que garder le silence. Apparemment, ma docilité commençait à l'ennuyer dernièrement. Encore une fois, c'était une scène montée, une épreuve de plus pour me faire perdre le contrôle. Sous les incitations répétées de Véronique, je n'ai pas eu d'autre choix que d'enlever ma veste. Un employé s'est approché et m'a remis une paire de gants de boxe noirs. Je les ai enfilés calmement et suis monté sur le ring. Mandala, en me voyant monter, a pâli immédiatement. Dans ses yeux, il n'y avait que supplication et peur, comme si devant lui se trouvait une bête sauvage prête à le déchirer. Je ne me suis même pas donné la peine d'adopter une posture. J'ai lancé quelques coups au hasard, paresseusement. Mes poings gonflant du l'air. Sans appliquer trop de force, mais Mandala semblait déjà mort de peur. Il a levé les bras faiblement pour se protéger. Et à cet instant, mon poing a atteint sa joue. Son corps s'est tendu, il est tombé en arrière et s'est évanoui sur le champ. L'entraîneur, au bord du ring, est resté figé. Moi, debout sur le ring, j'ai regardé Véronique, qui tenait notre fille dans les gradins, observant la scène avec une évidente amusement. Je n'ai pu que ressentir l'absurdité et la tristesse de tout cela. Elle berçait doucement Sophie dans ses bras, regardant la farce sur le ring, et d'une voix douce, presque maternelle, elle apprenait à la petite. « Souviens-toi de ça, Sophie, les mots et les actes comptent. Tu dois être comme ton papa, une personne forte et courageuse. » Sa voix s'est arrêtée un instant, son regard s'est posé sur moi et la courbe malade, si familière, s'est à nouveau dessinée sur ses lèvres. Mais ne t'attache pas autant à papa qu'à maman, d'accord? Parce que si tu le fais, son sourire s'est élargi, frôlant presque la folie. Maman va devenir jalouse, elle s'est penchée vers la petite, lui murmurant presque à l'oreille, d'une voix rêveuse, des mots qui m'ont glacé le sang. Et si ça arrive, papa devra retourner dans la chambre sombre. Cette chambre sombre n'était pas un souvenir flou, mais une barre de fer invisible, suspendue au-dessus de ma tête, toujours prête à tomber. J'ai enlevé les gants de boxe et les ai jetés par terre. Je suis descendu du ring et, forçant un sourire que devrait avoir un mari, j'ai crié vers les deux belles silhouettes au loin. « Chérie, rentrons à la maison. » Ma voix n'était pas forte, mais elle a résonné clairement dans le gymnase bruyant de boxe. On va rentrer pour cuisiner ton poisson au curry préféré et préparer le lait spécial de notre fille. Fin.